En 2018, une faille 0D, c'était un peu plus de 2 ans pour qu'elle puisse vraiment être exploitée et être dans la nature. Alors, en 2025, c'était 23 jours. En 2026, on est à un tout petit peu plus d'1 jour. Donc ça veut dire que l'attaquant est beaucoup plus véloce et donc que l'analyste SOC, il doit être beaucoup plus curieux. Il doit avoir une méthodologie de veille qui doit être beaucoup plus rapide et efficiente et il peut potentiellement s'appuyer sur de l'IA pour faire ça. Ça remplace surtout pas l'analyste, ça vient encore une fois de l'enrichir. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber enregistré en partenariat avec Open Classrooms. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les métiers du SOC en présence de Jérémy Couture, actuellement RSSI à la Française des Jeux et anciennement directeur du SOC des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Bonjour Jérémy. Bonjour Leslie. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Alors, je vais raconter une petite histoire pour commencer. En tant que podcasteuse en cybersécurité, je suis assez souvent contactée par des personnes qui cherchent des conseils pour se former. Donc, je suis déjà très heureuse de constater que le podcast, il donne envie de s'orienter vers les métiers de la cyber. Mais voilà, c'est pas si simple pour moi de répondre à toutes ces questions parce que moi, j'ai pas de background tech à la base. Alors, pour le petit exemple, récemment, j'ai pris un call avec une personne qui est en reconversion et qui m'expliquait qu'elle aimerait bien faire de la cybersécurité, mais elle ne savait pas du tout par où commencer. Donc, je lui ai expliqué qu'il existait une multitude de métiers, donc les métiers du SOC dont on va parler aujourd'hui, de la réponse aux incidents, du renseignement cyber, donc la fameuse CTI. Et donc, une des premières étapes, je pense, c'est d'abord d'identifier le métier qui pourrait lui correspondre le plus. Mais le problème, c'est qu'il ne connaissait aucun de ces métiers. Il m'a expliqué qu'il avait appris à coder et qu'il pensait que coder, c'était un peu faire de la cybersécurité. Alors que, apparemment, c'est pas suffisant. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de faire des focus sur les métiers de la cyber. Et pour en parler, qui de mieux que mon partenaire Open Classrooms qui œuvre justement pour démocratiser les formations en cybersécurité. Alors, c'est parti pour un tour d'horizon des métiers du SOC. Et pour commencer, Jérémy, est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours? Comment devient-on directeur d'un SOC au sein d'une organisation? Moi, c'est Jérémy Couture. Donc, je suis RSSI au sein de la Française des Jeux. On charge notamment des activités sur la partie monopole et loterie, qui est le cœur de métier de la Française des Jeux. Et avant ça, comme tu l'as dit, j'étais au sein de Paris 2024 où j'ai dirigé le SOC. Avant ça aussi, je dirigeais le SOC d'un grand groupe bancaire français. Mais mon cœur de métier à moi, c'est les opérations, c'est la production. C'est comme ça que j'ai basculé vers le SOC finalement. C'est de gérer initialement du système, puis du réseau, puis des équipements d'infrastructure de sécurité. Et puis à la fin, je me suis dit, tiens, il y a quand même un truc, il y a pas mal de points qui se connectent, ça vaut le coup d'aller regarder. C'est le moment où les SOC commençaient à vraiment émerger dans les grandes entreprises. Il fallait commencer à industrialiser ce qui se passait, donc c'est là où j'ai plongé dans le bain du SOC et où je me suis éclaté clairement. Alors, qu'est-ce que c'est un SOC? Qu'est-ce que ça veut dire SOC? Alors le SOC, c'est le Security Operations Center, si on le traduit en anglais, donc le centre des opérations de cybersécurité finalement. Et qu'est-ce que c'est? En fait, le SOC, il change pas mal de profils. Je vais dire que donc les SOC, il y en a depuis les années 70. Ça a été théorisé par les Américains dans la guerre de Corée. Mais jusqu'en 2020, globalement, un SOC, il était là pour capter du signal et puis réagir en conséquence. C'était essentiellement ça. Donc, le signal... En informatique, c'est on va prendre un log, donc un événement qui est lié typiquement à une connexion d'un utilisateur. Qui s'est connecté, où est-ce qu'il s'est connecté, à quelle heure, et est-ce qu'il a réussi ou pas à se connecter. Globalement, on a ces éléments-là. Et en fait, ce que va faire le SOC, c'est de se dire, ok, j'ai cette information-là qui traîne dans un coin, mais si quelqu'un est en train de m'attaquer, d'essayer de deviner des mots de passe, donc une attaque en brute force typiquement, il faut que je puisse être en mesure de mutualiser ces informations-là, de corréler ces informations-là et de me dire... En fait, en 10 minutes, Gérard de la compta, il s'est trompé 5 fois de mot de passe pour se connecter au serveur de la finance. Est-ce que c'est normal ou pas ?
Et donc jusqu'en 2020, globalement, en fait, on envoyait l'information à Gérard. On lui disait, Gérard, tu te connectes. Est-ce que tu as mis tes moufles aujourd'hui et tu tapes pas le bon mot de passe? Ou est-ce que c'est pas toi qui fais l'action? Et là, on a peut-être un truc à aller creuser. Et donc on attend la réponse, qu'on a ou pas. C'est toujours ça un peu la difficulté. Et puis on va progresser comme ça pour faire son investigation. Ça a un peu changé dans les années 2020, hein, globalement post-Covid, parce que le Covid a aussi nécessité côté SOC à se transformer, à être plus réactif, parce qu'on avait une surface de risque qui était plus grande et il fallait aussi avoir plus de vélocité par rapport à ça. Et donc là, on a commencé à dire au SOC, prenez des actions de remédiation. Donc, tant que vous n'avez pas d'informations de Gérard, vous bloquez son compte. Alors, ça va être compliqué pour lui, pour qu'il puisse nous répondre, mais au moins, on va pouvoir lui téléphoner, il va pouvoir lui aussi appeler le service desk et ainsi de suite, pour nous dire ce qui est en train de se passer. Donc là, on a un vrai changement, et ça arrive aussi avec un changement technologique où, historiquement, donc on avait ce qu'on appelait le SIEM, donc c'est le gros équipement qui était central au sein d'un SOC. On envoyait tous les logs dessus, il faisait ses petites moulinettes, il nous ressortait des alertes, et on travaillait comme ça. On est arrivé avec tous les systèmes d'orchestration, d'automatisation des réponses, donc les SOAR typiquement, toute la partie XDR, donc réponse et détection étendue. Et ça permet en fait de pouvoir aller se connecter sur plein de solutions de sécurité et d'avoir des actions, ou en tout cas aussi d'enrichir tout le contexte. Parce que Gérard, il s'est connecté 5 fois avec le mauvais mot de passe pour aller à notre serveur. Mais en plus, ce qu'on constate, c'est qu'il s'est connecté depuis un pays étranger à 3 heures du matin, alors que c'est pas du tout ce qu'il a l'habitude de faire naturellement. Donc en fait, voilà, toute cette phase-là, elle a vraiment changé, et ça permet aussi au SOC de se transformer, d'aller faire plus de choses. On en parlera un petit peu plus tard, mais toute la partie gestion des vulnérabilités, c'est quelque chose qui est complètement en train d'arriver dans les SOC, puisqu'on a maintenant une équipe de sécurité opérationnelle qui est beaucoup plus large que précédemment. Donc voilà, on a plein de choses qui se passent autour des SOC, et le SOC finalement au sein de l'organisation maintenant, c'est la sentinelle opérationnelle de la cyberdéfense ou de la cybersécurité. Alors il existe différents niveaux dans un SOC. Comment est-ce que c'est structuré une équipe SOC, et quels sont les rôles qui la composent? Parce qu'il n'y a pas finalement un seul métier du SOC. Alors il y a plein de métiers dans un SOC, et c'est ça qui est top aussi, c'est qu'on peut faire plein de choses au sein du SOC. Alors historiquement, effectivement, il y avait des rangs. Donc on avait ce qu'on appelait des niveaux 1, donc les analystes juniors, et puis on allait jusqu'au niveau 3 où on avait des experts et des gens plus seniors. Ça, c'est en train vraiment de changer, clairement, parce que l'automatisation arrive. Donc le niveau 1 qui était Jocelyne, cette fois-ci du service RH, qui me dit j'ai reçu un spam ou j'ai reçu un phishing, le N1 il prenait le truc, il disait oui c'est un phishing ou c'est un spam, il répondait, et puis il disait ok, voilà. Et derrière il envoyait l'information, bloquait le domaine qui émettait le mail et ainsi de suite. Ça c'est un peu en train de changer cette partie analyste, mais globalement c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre une information, ils vont la traiter et puis ils vont réagir en conséquence. Mais il n'y a pas que ça. Dans un SOC. On a toute une phase de build où on va construire des scénarios de détection qui vont être adaptés au use case de l'entreprise. Donc, si je travaille dans la défense, mes scénarios de détection vont pas être les mêmes que si je fais du e-commerce sur Internet. Forcément, on va adapter. Donc là, on a des métiers qui viennent en conséquence personnaliser un peu la détection qu'on va faire. Donc on peut se spécialiser par secteur d'activité. Exactement, aussi. On peut avoir des use cases vraiment très spécifiques à un secteur d'activité. Puis on a toute l'amélioration continue. Ça fait 25 fois que Gérard, avec ses moufles, il se connecte et il est en train de passer le verre à tous ses collègues. Comment on fait pour que notre scénario de détection, il trique pas à chaque fois que c'est le lundi matin à 9h, on a un truc, quoi. Parce qu'on perd tous du temps. Puis après, on a des SOC qui sont plus trapus. On a un référentiel qui est sorti par l'ANSSI qui s'appelle P10, où il faut construire un système d'information complètement dédié au SOC, opéré par le SOC. Et donc là, ça veut dire qu'il faut des ingénieurs système, des ingénieurs réseau, des architectes qui vont construire tout ce système d'information-là. Et donc, potentiellement, des chefs de projet, des gens qui vont gérer des crises, puisque c'est aussi ce que fait un SOC, c'est piloter une crise d'origine cyber. Et puis après, il y a des SOC. Je dirais qu'il y a autant de SOC qu'il y a d'entreprises finalement, parce que le modèle doit s'adapter à l'entreprise et pas l'inverse. Et donc ça veut dire qu'il y a des entreprises où il y a des SOC qui vont aussi gérer le firewall, qui vont aussi gérer toute la partie EDR. Et donc là, on a des gens qui font toutes ces opérations au quotidien.
Et alors, toi, tu as été directeur du SOC Paris 2024. En quoi consistait ton rôle à l'époque ? En fait, Paris 2024, ça a été une aventure assez extraordinaire puisqu'on est parti d'une feuille blanche. Moi, je suis arrivé juste avant les Jeux de Tokyo. J'ai l'habitude de dire, on avait des politiques de sécurité. Par contre, opérationnellement, il y avait un antivirus. Personne ne regardait vraiment ce qui se passait. Et donc, il a fallu déjà reprendre ça en main un tout petit peu. Et puis après, construire une stratégie globale de défense pour être prêt le 26 juillet 2024 au moment du démarrage des Jeux, mais aussi toute la phase en amont, puisque on était une organisation qui vivait, qui avait ses propres risques, et donc ça, il a fallu les traiter aussi. Donc mon rôle était très spécifique parce que je suis parti de la feuille blanche, j'ai construit toute cette stratégie-là de protection, de détection, de réaction, et d'analyse de la menace, parce qu'on arrive aussi dans un contexte où qu'est-ce que c'est les Jeux Olympiques, quelles sont les menaces qui vont viser les Jeux, quel est le contexte géopolitique qui se met en place autour de nous, et comment on va adapter notre méthodologie à tout ça. Donc les métiers du SOC, c'est pas seulement gérer des alertes qui arrivent donc via des outils. Qu'est-ce que tu aimais particulièrement, toi, dans ce métier-là ? En fait, c'est un peu maso la réponse que je vais apporter, mais... ce qu'on aime, c'est traiter de l'incident, enfin qu'on ait un truc en face de nous, qui est un attaquant, et c'est une partie d'échec. Si se passe rien, toi, tu t'ennuies. Forcément, on se dit, on construit un système, c'est pour être en mesure de l'éprouver aussi. Et c'est ce pic d'adrénaline-là, finalement, qui est intéressant pour nous. Enfin, je fais souvent ce parallèle-là, mais c'est comme un chirurgien. Un chirurgien, ce qu'il aime, c'est l'opération. Le diagnostic, ça va être intéressant, il va avoir du contexte. Ce qu'il aime, c'est ouvrir, c'est traiter. Et nous, c'est exactement la même chose. C'est piloter un incident, vérifier que ce qu'on a fait, ça a du sens, que c'est efficace, et qu'on est en mesure, au moment où on a détecté, de se dire... finalement, c'est déjà presque remédié parce qu'on sait qu'il va pas aller plus loin ou parce qu'on sait qu'on l'a vu et qu'on va pouvoir le repousser. Et c'est ça qui est éclatant. Et pendant les JO, il y a eu un moment où tu as un peu transpiré ? Alors, je pense que la cérémonie d'ouverture, j'ai regardé ma montre à peu près toutes les 20 secondes en me disant mais c'est vachement bien, mais c'est vachement long, parce que c'était notre grosse fenêtre d'exposition. On savait qu'à ce moment-là, s'il se passait quelque chose, c'était catastrophique. Donc, on était prêts. On était assez serein, mais le jour J, à l'instant T, on ne sait jamais ce qui va se passer. Tu veux pas raconter ce qui s'est passé ? Il s'est passé plein de choses, mais on a eu ce qu'on attendait. Globalement, des phases de DDoS massives, mais ça a commencé le matin. Ce qui nous faisait le plus peur ce jour-là, le 26 juillet 2024, ça a été tous les sabotages physiques qui ont eu lieu dès le matin sur les lignes de la SNCF. Et on s'est dit, mais... qu'est-ce qui va se passer ? Parce que on nous promettait à tous le grand soir et le moment où la cyber exploserait. Ça n'a pas été le cas. Les systèmes qu'on a mis en œuvre étaient robustes, mais il y a tout l'environnement qui nous posait beaucoup de questions. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus frustrant quand on travaille dans un SOC ? Le plus difficile, je vais faire une autre réponse. C'est le vendredi soir. Parce qu'un incident, s'il n'arrive pas le vendredi soir... Tu sais jamais si tu vas passer un bon week-end. C'est pas un vrai incident déjà. Les vrais incidents, c'est le vendredi soir. Et du coup, quand ça tombe un vendredi vers 17-18 heures, on sait que le week-end peut être long. C'est surtout ça. Ça marche. Alors pour quelqu'un qui découvre la cybersécurité aujourd'hui, le poste d'analyste SOC, il est souvent présenté comme une porte d'entrée. Pourquoi ce métier il est considéré comme un bon point de départ pour se lancer ? Alors je pense qu'analyste SOC, c'est effectivement un bon point de départ. C'est surtout pas le seul. C'est pas le seul parce que en fait, il faut réussir aussi quand on est analyste SOC à comprendre dans quel environnement on va évoluer. Et il faut avoir des fondamentaux. Il faut savoir à un moment comprendre un système d'exploitation. Il faut savoir comprendre une couche applicative, une architecture de sécurité ou même une architecture applicative. Il faut comprendre le réseau. Beaucoup de choses qui passent par le réseau, beaucoup d'alertes qui remontent via le réseau. Et ça, c'est important d'avoir cette couche de fondamentaux-là. Et donc, cette couche-là, elle peut s'acquérir soit par de la formation, et après, on va la mettre en pratique dans un SOC, soit directement par les opérations. Et puis, en fait, on peut aller évoluer vers la sécurité opérationnelle autour de ces métiers-là, et puis intégrer un SOC derrière. Donc,
y a plein de chemins pour passer au sein du SOC. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où on y est, il faut surtout pas se dire qu'on est arrivé. Et c'est là où ça commence, en fait. C'est là où on va travailler le plus pour acquérir de l'expérience, approfondir les connaissances, avoir une expertise de plus en plus fine pour pouvoir se dire, là, j'ai un signal faible ou j'ai une information qui est vraiment sensible. Qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport au reste? Et finalement, à la fin, c'est comment on connecte tous ces points-là pour construire une attaque, pour déjouer une attaque plutôt. Parce qu'une attaque, en fait, elle est constituée de plein de petites actions qui vont s'enchaîner, où l'attaquant, à un moment, il va passer par le système, à un moment, il va faire une escalade de privilèges, à un moment, il va passer par le réseau pour aller faire un scan, pour exploiter une vulnérabilité, pour rebondir. Et c'est tout ça qu'il faut réussir à connecter pour déchiffrer l'attaque au global. Alors, si on imagine le parcours idéal, comment on se forme aujourd'hui pour devenir SOC analyste ou intégrer un SOC? Alors ça, c'est une question qui est très compliquée. Je reviens sur les fondamentaux, le système, le réseau, la cyber. Mais la cyber, ça veut dire quoi? C'est un grand sujet. Je pense que dans la cyber, ce qui est intéressant et ce qu'on voit dans les formations, c'est comment se construit une attaque. Donc, on a des grands frameworks, on apprend la kill chain, on apprend tout ça. Mais du coup, c'est intéressant aussi de pouvoir se former à la partie offensive. Dans la partie offensive, ce qu'on va savoir, c'est comment ça se met en place effectivement, comment l'attaquant il va penser, et pour ça on a plein de plateformes qui nous permettent de nous entraîner à ça. Et en fait d'avoir ce réflexe-là de faire de l'offensif permet de comprendre le fonctionnement de l'attaquant, permet de savoir aussi quelles sont les briques à mettre en place en termes de défense, et en conséquence de ça, où est-ce qu'on va aller regarder les bonnes informations pour pouvoir construire notre histoire au sein du SOC, identifier l'incident et ainsi de suite. Donc c'est un sujet qui est assez intéressant mais qui est complexe parce qu'il y a plein de choses qui permettent de faire tout ça. Et quelles sont selon toi les compétences ou les prérequis pour envisager de se lancer dans ce métier? Moi, je me dis, il faut quand même avoir une certaine force tranquille pour faire face à toutes ces alertes qui arrivent sans trop transpirer, justement. Ouais, et justement, en fait, c'est pas forcément la technique le premier levier. Je pense que le premier levier, c'est l'état d'esprit. On veut apprendre parce que on apprend toujours, les technologies elles évoluent en les techniques permanence. d'attaque évoluent également. Les techniques d'attaque, les technologies, enfin tout évolue, donc il faut être curieux, il faut faire de la veille en permanence. Ça, c'est à partir du moment où on fait de la veille, on va savoir faire de la veille un peu sur tout. On va avoir l'esprit ouvert et ça va être utile dans plein de métiers au sein du SOC globalement. Est-ce qu'il faut être passionné aussi? Il faut être vraiment à fond quand on fait ce genre de métier? C'est mieux. Ouais. C'est mieux parce que ça permet de pas compter les heures qu'on va passer sur un incident et quand on va le traiter. Surtout quand ça arrive le vendredi à 17h. Surtout quand ça arrive le vendredi. Donc il faut être passionné pour avoir ce côté-là. Mais il faut, comme tu l'as dit, des qualités. Le sang-froid, c'est important. Faut savoir pas être dans l'émotion, mais être dans l'analyse plutôt. Et puis, il faut être humble, finalement, je crois, parce qu'il y a toujours meilleurs que nous. Les attaquants, à un moment, ils sont tous meilleurs que nous. Ils ont beaucoup plus de moyens que nous maintenant. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, faut se dire que même si on a bâti le système le plus robuste, il y a des mecs qui sont encore plus forts, qui ont des soutiens encore plus solides que ceux qu'on peut avoir. Et donc, il faut être résilient aussi. Je pense que c'est un vrai sujet. Est-ce que tu es fier, toi, quand tu as réussi à déjouer une attaque? Est-ce que c'est quelque chose qui se fête aussi au sein des équipes, par exemple? Alors, quand on déjoue une attaque externe, oui, mais en fait, Alors, je vais pas du tout être dans l'humilité en disant ça, mais c'est notre quotidien de déjouer les attaques, justement, parce qu'on est là aussi pour ça, de s'assurer que nos systèmes de protection et de prévention sont costauds. Oui, parce qu'il n'y a pas une alerte tous les 2 mois. C'est comment le rythme? C'est permanent. Enfin, à partir du moment où on est exposé sur Internet, en permanence, on est scanné. En permanence, il y a des gens qui viennent. Alors, est-ce que c'est de l'attaque? Est-ce que c'est du bruit de fond? C'est ça qu'il faut être en mesure d'analyser. Est-ce qu'un phishing très ciblé qui va viser mon entreprise, c'est une grosse attaque ou pareil? Est-ce que c'est du bruit de fond finalement? Il y a tout ça, tout cet ordre de priorité. Et finalement,
Ce qu'on célèbre, c'est les attaques qu'on paye contre nous. On va beaucoup évaluer les SOC avec des exercices de type Red Team, donc où on va avoir des attaquants qui sont des entreprises de cybersécurité avec lesquelles on contractualise. Et on leur dit agissez comme un attaquant. Et ça peut être super long, ça peut durer 3, 4, 6 mois. Et à la fin, quand ils viennent faire leur rapport et qu'ils disent bah oui, on vous a eu, puisqu'à la fin ils nous ont toujours. Ce qui est intéressant et ce qu'on va célébrer, c'est par où ils nous ont eu, comment ils nous ont eu, et est-ce que finalement on a réussi à un moment à les détecter assez vite, à les corneriser. Et c'est ça qu'on va célébrer plutôt. Alors dans la pratique, tu viens de nous en parler, mais à quoi ressemble le quotidien d'un analyste SOC ? Alors un analyste SOC, en fait, il a plein de choses dans son quotidien. Je vais revenir quand même sur ce que je disais tout à l'heure sur les différents niveaux d'analyste entre les N1 et les N3. Parce que même si ça a tendance à s'effacer de plus en plus, cette distinction d'un N1 à N3, culturellement, ça reste inscrit dans les SOC. Donc, on va avoir les plus juniors qui vont apprendre et à qui on va dire, voilà, l'outil te remonte des alertes, tu dois les qualifier, tu dois les prioriser. Et tu dois les traiter. Alors pour les traiter, il y a des procédures qui sont plus ou moins automatiques, mais globalement tout ça c'est bien écrit. Et puis si à un moment ça sort de la procédure, tu escalades l'incident et quelqu'un d'autre va le traiter. Donc ça c'est un peu comme ça que ça fonctionnait, ça fonctionne toujours un peu comme ça, sauf que on laisse de plus en plus de pouvoir à l'analyste, même s'il est junior, pour traiter son incident de bout en bout. Et ça c'est génial parce que ça permet à l'analyse d'avoir des choses nouvelles assez régulièrement, et donc un jour ne ressemble pas au lendemain. Enfin, c'est ça qui est vraiment intéressant. Oui, c'est tous les jours différents, mais il y a quand même beaucoup d'alertes qui arrivent. Moi, j'entends souvent dire que le métier d'analyste SOC, c'est assez chronophage. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et combien de temps on reste analyste SOC ? Enfin, est-ce qu'il y a aussi des possibilités d'évolution assez rapides au sein d'un SOC pour passer d'un niveau à l'autre, par exemple ? Alors ouais, c'est chronophage, parce qu'on revient sur le côté passionné et parce que on veut toujours tirer la ficelle. Et c'est une vraie qualité. À un moment, il faut réussir à lâcher un incident parce que finalement derrière, il y a vraiment rien. Mais des fois, il y a vraiment quelque chose. Parfois, tu t'acharnes, tu veux absolument trouver quelque chose et c'est pas vraiment utile de le trouver. Et comment tu le sais, ça ? Ça, c'est l'expérience. Ouais. C'est l'expérience. C'est vraiment l'expérience qui fait la différence. Et en fait, des gens qui ont beaucoup d'expérience, à qui on dit lâche là, il y a rien, et qui vont dire non. Moi, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose. Et cette intuition-là, elle est vraiment importante. L'intuition en cybersécurité, ouais, on en parle souvent, elle est importante. Et oui, et c'est ceux qui vont lever le loup. En fait, le truc que personne n'a vu jusque-là, ils vont dire, tu vois, j'ai bien fait de creuser ce truc-là parce que derrière, il y avait quelque chose de vraiment important. Ce qui est notamment important, ça me fait penser à l'espionnage aujourd'hui, qui est très silencieux. Donc finalement, on peut être espionné depuis des semaines, des mois dans son système d'information et ne pas le savoir. Est-ce que l'intuition aide justement à détecter ce genre de menaces ? Ouais, l'intuition, elle va aider. Il n'y a pas que l'intuition qui va aider. Il y a de l'outillage aussi, mais l'intuition, à partir du moment où on va détecter une anomalie, et ça... Les systèmes qui nous aident aujourd'hui sont beaucoup à base d'IA, on en reparlera un peu après, mais l'œil humain est important. Le truc du lundi, pourquoi j'ai un pic de connexion à 9h du matin ou pourquoi j'ai un pic d'échec, c'est juste les gens qui se réveillent de leur week-end. C'est toujours notre copain Gérard de la Compta qui a ses grosses moves, qui a passé un super bon week-end et qui a oublié son mot de passe encore une fois le lundi matin. Donc c'est pour ça qu'on lui met de la biométrie aussi, c'est pour qu'il oublie son mot de passe et qu'il oublie même qu'il a un mot de passe. C'est bien d'oublier son mot de passe au final. Finalement, c'est une bonne pratique. Mais donc voilà, c'est cette expérience-là qui va faire. Et pour répondre à ta question, donc il y a eu beaucoup d'années où il y avait des turnovers très importants, effectivement, sur les SOC de niveau 1, parce que les analystes, ils recevaient des trucs, c'était toujours la même chose, c'était pas intéressant, ils allaient pas au bout de l'investigation, parce qu'à chaque fois, ils remontaient le truc et ils se semblaient... Enfin, je pense qu'ils avaient un sentiment où ils se disaient, on est dépossédé du truc sympa, c'est toujours les autres qui font, donc je veux changer pour passer à l'écran au cran au-dessus. Donc ça change. Et puis... et pourquoi ça change ? C'était dû à quoi, cette période-là ? Parce qu'il y avait beaucoup de volume. À l'époque, les SOC
comptait énormément en faux positifs. C'était un grand indicateur des SOC, le faux positif. Et du coup, les outils se sont améliorés peut-être depuis et il y a moins de faux positifs? Ouais, c'est ça, les outils se sont améliorés, on contextualise beaucoup plus ces alertes. On a travaillé cette notion de faux positif malgré tout, même si c'est un indicateur que j'aime vraiment pas. Parce que si une alerte, elle pop, ça veut dire qu'il y avait une raison qu'elle pop. Il y a toujours ce truc-là. L'intuition. Voilà, ça permet de travailler sur l'intuition. Mais donc les outils sont améliorés, l'orchestration va permettre d'enrichir, de donner du contexte, et puis à partir du moment où on a tous les éléments d'un coup et qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher sur 25 plateformes en les suivant, on a tout de suite la photo et le diagnostic est assez rapidement fait, donc ça nous permet d'aller tirer d'autres choses sur des incidents un peu plus trapus et donc ce turnover-là, je pense qu'on l'a de moins en moins. On l'a toujours, je pense, dans des très gros SOC de MSSP parce que on a toujours un peu ces niveaux d'escalade. Pour autant, dans des SOC d'entreprise, de moins en moins. Et on permet aux analystes d'explorer de plus en plus. Après, ils vont s'appuyer sur des experts, évidemment, mais ça commence comme ça. Donc, c'est plus intéressant de devenir analyste SOC aujourd'hui qu'il y a 5 ans, par exemple, selon toi? Ouais, je pense clairement parce qu'on a moins l'effet massif du volume qu'il fallait absolument traiter, moins de faux positifs, encore une fois, et puis on va au bout des investigations parce que les outils nous permettent ça aussi. Et est-ce que cette automatisation est due aussi au développement de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça a bouleversé ou est-ce que ça commence à bouleverser les métiers du SOC? Alors, l'IA dans les SOC, elle est là depuis longtemps. Avant, on parlait beaucoup du machine learning. Alors, c'est de l'IA, mais en fait, c'est de l'IA simple. On a une base, et puis après, on fait de l'analyse statistique. Qu'est-ce qui est en dehors de ma base habituelle? Et en fait, le coup du lundi matin, où on se dit, on a un pic de connexion, ouais, c'est normal, on est lundi matin. Mon moteur, il a appris que le lundi matin, j'avais un pic de connexion. Par contre, si maintenant j'ai un pic de connexion à 2h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, alors que j'ai pas d'activité à l'étranger, il se passe quelque chose là, c'est pas forcément normal. Et ça, c'est un atypisme qu'on a depuis très longtemps dans les SOC, on le voit, ça fait 10 ans qu'on a ces systèmes-là en place dans les SOC, où on va se dire, l'IA, elle a détecté un comportement atypique, une anomalie autour de ça, et donc on va travailler. Là où l'IA change plus dans les SOC, je pense que c'est l'arrivée de l'IA générative sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est que en fait, on va pouvoir lui envoyer plein d'événements bruts, plein d'éléments techniques, et en fait, elle va réussir, elle, à faire ce travail de connexion des points, identifier à un moment les pivots qui vont faire que, oui, on décrypte la chaîne d'attaque plutôt que l'œil humain. Et donc là, on va gagner beaucoup de temps grâce à ça. C'est une aide à l'analyse. Donc. Exactement, ouais, parce qu'elle va être enrichie de beaucoup de contextes et puis, à un moment, elle est pragmatique, l'IA, elle va aussi faire son analyse et se dire, tiens, il y a ça qui est là, il y a ça qui est là, il y a ça qui est là, il y a ça qui est là. Ok, tout ça, ça constitue mon histoire et il est en train de se passer quelque chose. Et elle va nous ressortir un texte en plus qui va bien nous expliquer ce qu'elle a constaté. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a un autre aspect qui est vraiment intéressant dans l'IA générative, c'est qu'à partir de ces éléments-là, elle va nous sortir du texte. Et les analystes, en général, c'est pas les meilleurs des rédacteurs. En tout cas, c'est pas le truc qu'ils préfèrent, faire de la doc. Et donc là, ça leur sauve la vie. Je connais pas mal d'analystes à qui l'IA générative, c'est un vrai soutien parce qu'ils mettent leurs événements en brut, le truc leur sort un texte qui est nickel et ça leur permet de faire leur rapport d'investigation de façon beaucoup plus sereine et ils gagnent beaucoup de temps aussi. Enfin, bêtement, on gagne aussi vraiment du temps avec ça. Et la grande crainte aussi de tout le monde aujourd'hui, de tous les secteurs d'activité, c'est est-ce que l'IA va remplacer l'humain au travail? Est-ce que dans les métiers du SOC, certains métiers vont être remplacés par l'IA selon toi? Non, elle vient renforcer l'analyste. Je pense que vraiment, elle vient renforcer l'analyste. On n'en a pas parlé, mais l'IA, elle vient surtout aussi aider l'attaquant. Et l'IA dans l'aide de l'attaquant, donc les chiffres qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est en 2018 une faille 0D, donc une faille qui est connue mais qui n'a pas de remédiation à date. C'était un peu plus de 2 ans pour qu'elle puisse vraiment être exploitée et être dans la nature. En 2025, c'était 23 jours. En 2026, on est à un tout petit peu plus d'1 jour. Donc ça veut dire que l'attaquant est beaucoup plus véloce et donc que l'analyste SOC
il doit être beaucoup plus curieux. Il doit avoir une méthodologie de veille qui doit être beaucoup plus rapide et efficiente. Et il peut potentiellement s'appuyer sur de l'IA pour faire ça. Il y a des moteurs d'IA qui marchent très bien pour aller scanner en permanence les réseaux sociaux, le dark web et autres. Et ça, ça remplace surtout pas l'analyste, ça vient encore une fois l'enrichir. Et dernière question pour toi, Jérémy. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur les métiers du SOC avant de te lancer ? C'est pas facile celle-là. Elle est pas facile. En fait, au-delà des métiers, il y a tout un aspect d'organisation. En fait, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est que des SOC, il y en a beaucoup en France. C'est des équipes de combien, les SOC, d'ailleurs ? Ça dépend vraiment des entreprises. Ouais, ça dépend vraiment des entreprises, des secteurs d'activité aussi. Je pense qu'un SOC défense est beaucoup plus volumineux, entre guillemets, qu'un SOC dans du retail, typiquement. Donc finalement, on peut travailler dans tous les secteurs d'activité, dans des équipes plus ou moins grandes. Donc chacun peut aussi y trouver un petit peu son compte ou son intérêt par rapport à tout ça. Ouais, clairement. Et du coup, donc il y a plein de SOC. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les gens qui travaillent dans les SOC, ils aiment bien parler de SOC à d'autres gens. Donc en fait, il y a une vrae communauté aussi le partage d'informations dans la cyber. Au niveau organisationnel, il y a vraiment ça. Et on partage je trouve que ça marche bien en France. Et ça, tu t'y attendais pas avant ? Ouais, non. Non, ça a été une belle surprise finalement. Exactement, parce que même quand j'étais dans le bancaire, j'échangeais très régulièrement avec mes collègues des autres banques et on se partageait des infos. Même entre concurrents. Exactement. Il n'y a pas de concurrence dans la cybersécurité aujourd'hui. Même si c'est un atout pour les entreprises, au sein des équipes opérationnelles, il n'y a pas de concurrence. On partage vraiment les infos. Donc, à l'échelle organisationnelle, je dirais ça. À l'échelle personnelle, je dirais que c'est passionnant. Et en fait, on me l'avait pas dit avant, mais en plongeant vraiment dedans. Ouais, t'es tombé dans la marmite, quoi. Ouais, exactement. Et on a du mal à s'en sortir. Mais du coup, ça permet de voir plein de choses et d'avoir des prismes très différents aussi. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, pour ton précieux retour d'expérience et tes conseils pour se lancer donc dans les métiers du SOC. Et puis, donc, on va accueillir désormais Étienne Capgras sur le plateau. Bonjour, Étienne. Hello. Bonjour Étienne. Ça va bien ? Ça va et toi ? Très bien. Ravi chouette d'être avec vous. C'est de te retrouver sur le plateau donc chez Open Classrooms. Donc toi, tu es responsable des formations cyber chez Open Classrooms. Et la formation dédiée au métier du SOC, ça a été la première formation que vous avez mise en place, quand tu es arrivé chez Open Classrooms il y a quelques années. Tu vas nous raconter ça. Pourquoi ça a été la première à avoir été réalisée ? Je pense que la raison, en fait, elle a été introduite par Jérémy tout à l'heure. Le métier d'analyste SOC, c'est un des métiers qui, depuis des années, fait partie du top des métiers qui recrutent le plus en cyber, quels que soient les organismes qui font les études de l'ANSSI, OCDE ou autres. Et en même temps, tu le disais, quand on se dit « je veux devenir analyste SOC », les manières de devenir analyste SOC sont pas si évidentes que ça. Et donc, c'est ça la raison pour laquelle on a voulu créer la formation analyste SOC, pour dire, OK, il y a un besoin, il y a des gens motivés, le trait d'union entre les deux n'existe pas, créons-le. Est-ce que tu peux nous présenter cette formation et nous expliquer comment elle a été structurée ? Ouais, alors c'est une formation qui dure 9 mois temps plein, ou 12 mois en contrat pro, donc c'est de l'alternance, à base de projets immersifs. Donc on a une dizaine de projets qui vont vraiment mettre les étudiants en situation de la vie de tous les jours d'un analyste SOC. Donc on commence, c'est très progressif, c'est incrémental. Donc déjà comprendre l'écosystème SOC, faire du triage d'alerte, etc., jusqu'à de l'amélioration continue. Comme ça, en fait, on acquiert petit à petit toutes les compétences qui sont attendues d'un analyste SOC. Elle a été conçue pour être accessible à partir de compétences de technicien informatique. Jérémy, tu le disais tout à l'heure, avoir des compétences en système, en réseau, et aussi de l'humain, et notamment la gestion des priorités, le relationnel utilisateur.
tout ça, c'est des choses que les techniciens informatiques ont déjà au quotidien, qui sont ancrées en eux. Donc la formation, elle a été conçue pour cette période de 9-12 mois, venir ajouter toutes les compétences cyber et spécifiquement analyste SOC pour pouvoir intégrer des SOC. Et dans le lot de cette dizaine de projets, on a un dernier projet, soit qui se fait en stage en entreprise, ou sur le terrain via l'alternance, ou alors possibilité de créer son propre portfolio, de mise en place de lab pour apporter autant de preuves de compétences aux recruteurs. Donc il y a aussi bien la partie théorique que la partie pratique dans cette formation de 9 mois. Donc cette formation, tu en parlais, elle repose sur plusieurs blocs de compétences. Quelles sont les grandes compétences que vous cherchez à transmettre à vos étudiants ? Alors, et ça, elles sortent pas du chapeau. On les a consultées avec beaucoup d'interviews de recruteurs, d'analystes SOC, de managers SOC et en interne aussi. Il y aura 3 gros blocs. Le premier gros bloc, c'est tout ce qui est lié aux investigations des alertes et des incidents potentiels. On en reçoit en permanence. Il faut pas se tromper dans le est-ce que c'est une vraie alerte ou une fausse alerte. Donc on forme à tout ça et sur les outils du quotidien. Le deuxième, c'est la résolution des incidents avérés. On va enrichir, on va traiter, on va mettre en place des plans d'action et coordonner ces plans d'action pour que la situation soit résolue avant qu'il ne soit trop tard. Et là, on parle même pas de gestion de crise la plupart du temps. Et on prépare aussi à l'amorçage de gestion de crise. Paradoxalement, dans ce bloc, aussi beaucoup de communication, coordination, formalisation. C'est ça qui fait qu'un incident est vraiment bien résolu. Et le troisième gros bloc, c'est l'amélioration des processus et de l'outillage des systèmes de sécurité du SOC et de l'entreprise, puisque c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, on attend de plus en plus d'un analyste SOC qui reçoivent des alertes, qui les traitent, mais aussi qui contribuent à l'amélioration continue des process internes et de la sécurité de l'entreprise. Jérémy, juste rebondir, voilà. Parce que je trouve que la partie com, c'est vraiment intéressant et c'est ce qui fait toute la différence entre un incident qui est bien traité ou pas et la perception que l'extérieur en a. Maintenir un fil de communication permanent, régulier, en disant voilà où on en est, voilà ce qu'on constate, voilà les blocages qu'on met en œuvre et ainsi de suite. C'est vraiment ce qui fait la différence entre un incident bien traité et un incident sur lequel on a un effet tunnel, on ne sait pas ce qui se passe et qui va frustrer tout le monde. Donc je pense que c'est vraiment clé ça. Et je pense que c'est devenu une des révélations aussi dans les entretiens avec tout le monde, de se dire ok, la formalisation, important, pas important, primordial. Parce qu'il y a aussi les 3-8 qui s'ajoutent à ça. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de lâcher l'affaire quand on est sur un incident. C'est indispensable de savoir lâcher l'affaire et de passer le relais aux collègues du shift d'après pour pas exploser en plein vol quand on est en situation de crise. Et donc c'est ce genre de choses qui ont été mises en avant quand on a cadré la formation et sur lequel on travaille beaucoup. Formaliser, partager dans le quotidien et savoir le faire aussi en situation de crise, quoi. Donc Jérémy, là, le bloc de compétences te semble complet pour exercer les métiers du SOC ? En tout cas, c'est prometteur. Alors aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises qui sont en manque de talent en cybersécurité. Comment est-ce que cette formation, elle répond aux besoins du marché ? Je pense déjà, elle a été construite avec le marché. Il y a les gros blocs de compétences qu'on a vus. Au sein de cela, on va vraiment, on va pas empiler les compétences au cas où, on va se concentrer sur celles qui comptent vraiment, toutes les compétences des non-dits qui sont prises pour acquis, mais qui des fois manquent quand on arrive sur le terrain. Donc ça vient aussi des questions qu'on pose aux gens avec qui on a construit la formation. C'est qu'est-ce qui fait la différence entre un analyste SOC OK et un très bon analyste SOC ? Et c'est comme ça qu'on va chercher les compétences clés. Donc je dirais l'opérationnalité de nos étudiants, puisqu'ils se forment sur le terrain, sur les vrais outils du marché, donc des SIEM, des EDR, des SOR, etc., dans tous les sens, sur des mises en situation réelles avec le réflexe en continu de la formalisation et autres. Aussi les référentiels que tout le monde connaît, du type, dans le secteur, mais qui sont un peu obscurs de base, du type tout ce qui va être du MITRE attaque, du MITRE défendre, comment on enrichit tout ça. Et l'accessibilité de la formation aussi dans son format, parce que là je viens de parler du fond, et c'est super important. Il y a aussi le sujet de, quand je veux devenir analyste SOC, nous on travaille énormément en fait que une personne qui veut devenir analyste SOC n'ait aucune raison
de renoncer à cette reconversion si elles le souhaitent. Donc dans l'accessibilité, on entend l'accompagnement sur le financement, etc., pour qu'il y ait un reste à charge qui soit le plus bas possible pour nos étudiants. Et surtout, le format. On est sur du 100% en ligne. Ça veut dire que les analystes SOC, il y en a besoin partout en France. Les centres de formation, les bassins de formation, ils sont pas partout en France. Chez Open Classroom, on est 100% en ligne, donc on est partout en France, donc au plus proche des bassins d'emploi et des entreprises. Et dans ce 100% en ligne, ça permet aussi une flexibilité sur le rythme d'apprentissage. 4 jours en entreprise, 1 jour en formation. Et donc finalement, c'est comme si on en avait un analyste SOC à 4/5e sur le terrain, et c'est génial, plutôt que je suis pas là une semaine sur 3 ou ce genre de choses. Donc il y a ce volet vraiment opérationnel. J'apprends les choses qui comptent et je sais les appliquer en temps réel sur le terrain. Et mes collègues n'ont pas besoin de me réexpliquer. Et l'accessibilité. Je suis là où il faut, là où je suis, là où je dois être quand il faut. Il y a beaucoup d'offres d'emploi actuellement sur les métiers du SOC. Comment ça se structure dans la cyber? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Complètement. En fait, c'est celui qui est, je pense, c'est un des métiers, si tu regardes par rapport à il y a 5 ans et plus, où on avait encore cet expert monolithique cyber un peu touche à tout, c'est le métier qui s'est le plus structuré en disant ça, c'est un analyste SOC et c'est ça qu'on veut. Donc c'est celui où il y a le plus d'offres d'emploi explicites sur le sujet, tout en se rappelant qu'il y a à peu près une 40% des embauches qui se fait sur le marché caché. Et donc en fait, sur ce flot, il y a beaucoup de recherches d'analystes SOC qui se réinventent en continu avec les évolutions technologiques, de la cybermenace, etc. Mais il y a toujours ce libellé qui est là. Et donc clairement, je sais pas si tu veux... Oui, quelle est ouais, clairement, parce que en fait, il y a plusieurs marchés dans l'analyste SOC. Il y a le marché où on va positionner un analyste donc chez un MSSP, donc un fournisseur de services de sécurité, et donc qui vont gérer des SOC massifs. Et de plus en plus dans l'entreprise, en fait, le niveau 3 dont on parlait précédemment, il connaît le métier. Et lui, du coup, il va être local. Et en fait, on a beaucoup d'hybridation comme ça entre le fournisseur de SOC et des internes dans l'entreprise. Et donc, on a potentiellement un marché qui est vraiment partout, sachant que le SOC devient aussi important, pas réglementé, mais une entreprise qui n'a pas de SOC aujourd'hui, je pense qu'en termes de cyberassurance et autres, ça devient compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut aller équiper aussi tout le monde. Et c'est ça la clé. On rappelle aussi que la menace s'intensifie, donc il y a toujours des besoins en cybersécurité. Combien d'étudiants ont suivi la formation jusqu'à aujourd'hui? Tu as des chiffres à nous donner? Là, on est autour d'une quarantaine sur la formation dédiée la reconversion métier d'analyste SOC. Et on a aussi une demande sur des formations sur un format beaucoup plus resserré, court, intense. Et donc là, c'est aussi dans ce contexte qu'on est en train d'élargir sur un format plus court pour toucher d'autres publics, notamment des personnes qui sont déjà en poste dans l'entreprise et qui veulent faire le déclic pour basculer dans l'équipe SOC. Donc il y a aussi une demande qui s'intensifie sur ce volet-là. Et les métiers, ils évoluent rapidement quand même dans la cybersécurité, notamment avec l'arrivée de l'IA. Comment est-ce que vos formations sont adaptées à ces transformations ? L'IA, elle chamboule tout le marché de l'emploi. Sur la cyber et en particulier sur l'analyste SOC, je dirais que l'IA était déjà là, tu l'as dit tout à l'heure, depuis des décennies en fait, cachée avec le machine learning, l'IA prédictive. Là, on a le boom de l'IA générative. Ce qui va changer, c'est aussi la manière d'interagir avec le système d'information et notamment avec le système d'information du SOC. Donc, paradoxalement, elle rend les choses plus accessibles. Elle fait baisser le ticket d'entrée sur un certain nombre de choses. Nous, les mutations qu'on voit, c'est que par exemple, pour aller fouiller dans un SIEM, dans un EDR ou autre, on a de plus en plus d'outils qui embarquent maintenant une capacité à interagir en langage naturel avec ces outils. Donc on a peut-être moins besoin de maîtriser une syntaxe précise de requêtage, SQL, KQL ou autre pour être pertinent sur une analyse, une investigation numérique. Ça, c'est super clé. Donc ça chamboule, mais pas forcément en tirant vers le haut la nécessité d'ajouter des compétences de plus en plus pointues. Finalement, il y en a certaines où le niveau d'exigence baisse. Et l'effet que ça a, donc nous on continue de former quand même aux compétences là, parce qu'il n'y a pas de l'IA partout, donc il faut qu'on continue, et en plus c'est un super moyen pédagogique d'ancrer les vraies compétences et connaissances. On voit que ça fait évoluer les métiers en disant, finalement, ça tu mettais 3 heures à le faire, maintenant tu mets qu'1 heure.
ça te libère 2 heures de temps pour aller faire autre chose. Et tu parlais tout à l'heure de l'évolution de positionnement du SOC dans l'entreprise. Ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de shifter de plus en plus vers des responsabilités en termes de renseignement, donc ce qu'on va appeler la CTI, la Cyber Threat Intelligence, où l'analyste SOC au sein du SOC va porter de plus en plus de responsabilités en matière de renseignement sur la cybermenace pour l'injecter dans les process du SOC. Donc c'est radar continu, on fait évoluer nos projets pour dire hop, on rajoute un projet où il y a une part plus importante de renseignement, ce genre de choses. On va rajouter des lectures et des mises en pratique pour nos étudiants. C'est un temps long, la formation, et c'est d'autant plus pour ça qu'il faut la faire évoluer en continu. Mais c'est comme ça que ça évolue en continu. Tu rejoins ce qu'explique Étienne sur. Ouais, clairement. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La curiosité, l'apprentissage, c'est vraiment clé aujourd'hui quand on veut intervenir dans un SOC. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. Leslie. Merci aussi aux équipes d'Open Classrooms pour leur accueil. Merci aux équipes du studio pour la prod, le montage de ce 2e épisode filmé en partenariat avec Open Classrooms. Et puis à tous, je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.